à l'atelier Cyberexcellence, mesurer et maîtriser votre risque cyber dans le cadre, de la Cloud Week Paris 2022. Alors, cet atelier, nous tient particulièrement à cœur puisqu'il parle de cyber et il s'adresse particulièrement aux PME et ETI en France et évidemment en Europe. Moi-même, Eric Melki, je suis, cofondateur du groupe Infoclip et administrateur de Eurocloud. Je suis accompagné pour cet atelier de Michael Sabat, qui est responsable des ventes et chargé des questions marketing au sein du groupe Infoclip. Alors la question cyber-excellence qui s'adresse particulièrement, comme je vous disais, aux PME ETI, répond à une question cruciale, c'est la sécurité informatique pour les entreprises. Concrètement, les chefs d'entreprise, les décideurs, les directeurs, de sécurité informatique, se retrouvent face à une très grosse problématique. C'est un déséquilibre énorme entre les moyens dont disposent les attaquants, les hackers et les moyens mis à disposition des questions de sécurité dans le cadre d'une PME et une ETI. Le fait de ce déséquilibre de moyens entraîne, des attaques, entraîne, des dégâts au sein des entreprises, bon nombre de problèmes et d'attaques, d'entreprises aboutissent et créent des dégâts, aussi bien matériels que financiers considérables. Notre approche est assez simple et assez directe. La PME a besoin d'une visibilité, a besoin de mesurer, son niveau de risque cyber, face aux attaques et cette mesure doit se faire, évidemment sur un au moment T0 du lancement de sa démarche, mais également tout au long de la vie de l'entreprise. Donc ce sont plusieurs, mesures qui sont lancées, ce qu'on appelle des tirs et toute une démarche en face qui consiste à améliorer, sa sécurité en vue de réduire sa surface d'attaque. Heu, voilà, on va vous présenter, cette démarche qui s'appelle Cyber-Excellence. Je laisse la parole à Michael. Alors, je vous laisserai également poser des questions puisque l'interface, de cet atelier vous permet de poser des questions et en fin d'atelier, je les soulèverai puis nous tenterons d'y répondre. Michael, à toi l'honneur. Merci Eric. Alors en effet, bonjour à tous et pour cet atelier sur cyber-excellence. Alors en effet, comme expliquait Eric, notre cœur de métier est de travailler avec des PME et des ETI. Ce que n'a pas dit Eric, c'est qu'on est une structure qui existe depuis près de 30 ans. Ça nous a permis de concaténer un certain nombre de savoir-faire sur les métiers de la cyber. On a décidé d'avoir une approche sur la cyber depuis 36 mois qui correspond à une réalité particulière qui est très propre aux PME et aux ETI, c'est le risque réellement d'entreprise, c'est le risque qui pèse sur ce qu'on appelle vraiment la continuité de l'activité de l'entreprise. Alors pourquoi on a cette logique-là? Parce qu'on est parti d'un principe assez simple, mais qui nous semble assez robuste, c'est que les hackers sont des agents économiques comme les autres, et donc par définition, comme un agent économique, cherche à avoir un retour sur investissement. C'est le fameux déséquilibre des forces dont Eric parlait. Historiquement, construire une attaque était quelque chose qui était extrêmement coûteux, nécessitait des moyens humains, techniques, organisationnels importants. Et donc, en face des moyens mis en place par ces hackers, ils s'attaquaient préférablement à des grands groupes qui eux-mêmes avaient des moyens. Et donc, on a une sorte d'équilibre de la terreur ou d'équilibre des forces, parce qu'ils étaient investis par les hackers, ils espèrent avoir des plus importantes en s'attaquant à des grands groupes. Aujourd'hui, depuis 36 mois, ça s'est grandement accéléré. On se rend compte qu'on a on va dire des attaques qui sont pré-packagées, disponibles sur le dark web contre quelques bitcoins qui permettent directement de mener des attaques. Et donc, il y a une massification des attaques vers des PME et des ETI qui, elles, ne sont absolument pas préparées. Notre métier à nous, clairement, c'est de travailler avec des entreprises dont malheureusement le niveau de préparation n'est pas à la hauteur des attaques et qui auront un impact direct sur la continuité de l'activité de l'entreprise. Bien évidemment, la problématique de la confidentialité des données, etc., est quelque chose qui est aussi important pour les PME et les ETI, mais d'abord le risque d'entreprise. On a le chiffre qui commence à dater, parce que pour m'enseigner juste avant cet atelier, j'étais revérifier le chiffre. Donc, on a un chiffre de 60% des PME qui déposent le bilan 24 mois après une attaque. C'est un chiffre français qui vient de la Chambre de commerce
d'industrie d'Occitanie et paraît-il qu'il est monté à près de 80. Donc on est vraiment sur cette notion de risque d'entreprise. Notre métier à nous, c'est sécuriser l'entreprise au travers d'une offre qui s'appelle donc Cyber-Excellence, qui va nous permettre de sécuriser ce risque d'entreprise. Alors pourquoi cette sécurité est aujourd'hui extrêmement importante? C'est que on a de plus en plus de gens avec lesquels on travaille qui sont des PME ou des PMI industriels et qui sont interconnectés avec des plus grands donneurs d'ordre, donc soit en mode de sous-traitance ou de fournisseurs. Et on se rend compte qu'en fait, il y a une cascade aujourd'hui et donc, en fait, cette problématique de scoring fait que des grands groupes qui sont aujourd'hui les clients, nos clients, donc des fournisseurs, des PME ou des PMI de plus petite taille, leur demandent, parce qu'il y a un problème d'enchevêtrement des responsabilités, quelle est la notion de risque. Et de plus en plus, on voit, parce qu'on travaille aussi avec des gens comme, par exemple, des banques, des assurances, etc., qui vont demander, par exemple, pour les banques, avant de donner les investissements, quelle est la nature aujourd'hui de l'effort qui est porté par les PME et les ETI. Donc, la notion de cyber-résistance et donc la capacité pour un propriétaire de PME ou un DSI de PME ou de TI d'expliquer quelle est sa démarche, c'est quelque chose qui est important parce que ça fonde en fait globalement le commerce sur une notion de confiance. Sur cet aspect très particulier, une fois qu'on a dit ça, on a la problématique, c'est que les risques sont multiples et c'est comment on est capable de se protéger face aux risques. Alors nous, on est parti euh, d'un postulat qu'on connaît très bien pour les DSI qui sont familiarisés avec l'informatique, qui vient directement de la métrologie, c'est qu'on ne peut globalement mesurer, piloter, optimiser que ce qu'on est capable de mesurer. Donc pour pouvoir mesurer, on a créé toute une notion qui est une notion de scoring, on appelle chez nous le score de cyber-résistance, qui va permettre d'établir en fait un premier niveau de risque de l'entreprise et de sa maturité cyber ou de sa posture cyber par rapport au risque. Comment ça se présente globalement, cette notion de scoring? On travaille sur une notion de scoring dite en multifacteur. Alors pourquoi en multifacteur? Scoring qui va travailler globalement sur 3 écosystèmes ou sur 2 écosystèmes et entreprise pour pouvoir lui donner un caractère opérationnel. Le caractère opérationnel va être mené par un certain nombre de questionnaires. Donc le multifacteur, on va déjà d'ailleurs du SI de l'entreprise pour être capable de remonter un certain nombre de vulnérabilités de façon extrêmement classique, au sens CVI, CVE, pardon, CVS, donc des failles qui sont reconnues avec un niveau de sévérité vu depuis l'intérieur de l'entreprise. D'accord? Ça va donner un premier niveau des vulnérabilités qui sont présentes dans l'entreprise. Deuxième axe, deuxième facteur, on va travailler sur le domaine Internet de l'entreprise qui va nous permettre de dire, voilà, les ressources qui sont, elles sont vulnérables. À partir de là, la plupart des méthodologies, on va dire, sont des choses qui peuvent être mises en compte et où s'arrêter. On a une troisième particularité, c'est de dire que pour nous, chaque faille ou chaque vulnérabilité, même si elle est connue d'un point de vue international, dans des failles CVE avec un niveau de sévérité, on est plutôt dans la logique, euh, on est plutôt dans une logique de la corréler, pardon, le message de Prairie, vous entendez assez mal. euh, dans une logique de remonter ça sur les différents processus métiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on a utilisé les facteurs, je recense les vulnérabilités du système d'information vu de l'intérieur, je remonte les vulnérabilités vues du domaine Internet. On va poser une série de 40 questions qui sont complètement normalisées et j'expliquerai après pourquoi la nature de la normalisation, qui vont nous permettre en fait de comprendre les processus métiers sur lesquels les vulnérabilités se portent. L'idée est assez simple, c'est de pouvoir construire un score pondéré dans une logique d'amélioration continue. Pourquoi un score pondéré? Ça veut dire que si on va être amené, et c'est un parti pris de cyber-résistance qu'on assume parfaitement, si on va remonter une vulnérabilité, par exemple, si on prend l'exemple sur un système de réception d'appels, qui est connu et dans un référentiel international avec un niveau de sévérité, et que processus-là est embarqué chez les pompiers. Est-ce qu'on va pouvoir le noter de la même façon que le même niveau ou que la même faille de vulnérabilité qui sera portée sur quelqu'un qui va même prendre des commandes en ligne? Notre réponse à nous, qui est encore une fois un parti pris, est non. Ça veut dire qu'on va remonter de façon pure et parfaite la totalité des vulnérabilités, qu'on va les corréler au processus métier qu'on aura pu être amené à comprendre et à regarder pour pouvoir en tirer un score qui est un score pondéré. Une fois qu'on a établi ce score pondéré par ces différents facteurs et par les processus métiers, mais aussi des questions qui sont corollaires, c'est-à-dire de façon classique, les sauvegardes, le plan de reprise d'activité, etc., etc.,
On va fournir, au client, à l'issue de ce score de cyber-résistance, ce qu'on appelle un plan de recommandation qui va se décliner en 2 axes. Un premier axe, c'est une notion de quick win. Donc la notion de quick win est une chose qui va permettre à un patron, de pouvoir modifier, la nature de ses vulnérabilités sans engager, des montants importants. Encore une fois, on est sur un marché de PME et de TI, mais qui va lui permettre de gravir, en fait, un certain nombre de risques résiduels. Ça, c'est la première chose, et on va lui proposer un plan de recommandation à plus long terme. Notre idée est assez simple. On est, en travaillant avec des PME et des ETI, souvent en face, de décisionnaires qui peuvent être même des entrepreneurs et donc des responsables, des gens qui ont investi. Ce sont des gens qui, par nature, gèrent un risque. Créer une entreprise, c'est gérer un risque. La difficulté qu'ils ont aujourd'hui dans l'environnement cyber, c'est qu'ils ne connaissent pas la nature de leur risque. La distance, c'est de leur faire comprendre la nature de leur risque en leur remontant de façon pure et parfaite les vulnérabilités, intégrer ces vulnérabilités dans leur métier, leur donner une information qui leur permette de comprendre les impacts éventuels d'une vulnérabilité sur un processus qui pourrait mettre en danger la production de l'entreprise, et rétablir une discussion équilibrée entre, d'un côté, la partie DSI, c'est-à-dire la direction informatique, et la direction générale, en disant aujourd'hui notre risque résiduel est évalué à temps, voici nos vulnérabilités, voici les vulnérabilités sur quel processus métier ils se portent, et donc voilà aujourd'hui nos points de faiblesse. À partir de là, la direction générale, et on le voit parfois, dit bah, ok, cette nature de risque, parce que le risque existe toujours, je l'accepte, très bien. Que là, pour moi, est trop important sur tel processus métier, telle vulnérabilité, et là, bah, soit ça peut être résolu par des quick wins, soit c'est résolu par un plan de recommandation terme, deuxième possibilité, ou on est dans quelque chose de plus long terme, et là on se rend compte on va dire un décalage entre la volonté de la direction et ce qui a été mis en place, et là on est dans un recadrage beaucoup plus important. Ce qui est important, c'est qu'on n'est pas dans une démarche qui se veut pure et parfaite, dans le sens où il faut garder à l'esprit, en tout cas à notre sens pour les PME et les ETI, qui a un principe de base en sûreté, c'est qu'on entre ce qu'on dépense pour la sûreté et la valeur des assets qu'on souhaite protéger. Voilà globalement comment fonctionne le score de cyber-résistance. Il s'inscrit dans une logique d'amélioration continue. Ça veut dire une logique d'amélioration continue, c'est-à-dire que c'est un processus qui est fait pour être itéré, OK, plusieurs fois par an. C'est-à-dire entre 2 et 4 fois par an. L'idée est de pouvoir rentrer dans ce plan de progrès. Je prends un premier niveau de scoring. Ce niveau de scoring permet de comprendre là où j'en suis, des vulnérabilités des process métiers. J'induis une discussion entre direction générale et DSI. Je décide d'un plan de bataille. Je reprends une mesure 4 mois après. Je regarde entre ce qui a été décidé, ce qui est fait et le reste à faire. Et j'intègre bien évidemment les nouvelles vulnérabilités qui ne manquent pas malheureusement de. Et à partir de là, on est dans une notion d'amélioration continue. La deuxième partie de ce que vous voyez dans le bas du slide, c'est la notion, quand je disais, d'avoir un système qui soit complètement calqué, quelles que soient les entreprises. Ça va nous permettre deux choses, parce qu'une fois qu'on va sortir un score, même si ce score est pondéré dans votre univers et dans votre écosystème métier, la question généralement qui nous est posée, c'est comment. Donc le fait d'avoir des questionnaires qui soient complètement identiques et des modèles et des process qui se permettent de construire une note de façon identique, quel que soit le client, va nous permettre de sortir en fait deux environnements. Le premier environnement, ça va être de pouvoir donner un classement de l'entreprise dans son écosystème, vers des entreprises qui sont sur des métiers équivalents, de taille équivalente et qui utilisent la notion de scoring cyber-résistance, mais aussi de façon plus large, parce que c'est aussi quelque chose qui est en construction, comment l'entreprise se classe dans la totalité de la communauté des utilisateurs de cyber-résistance. Voilà globalement le cœur du système. Le cœur du système, c'est on est en face d'un risque qui est souvent mal connu, mal maîtrisé. Soit on est dans une notion un peu, je décide de faire un black box, la grey box, et je vais remonter des centaines de vulnérabilités, et so what, et qui est de corréler du métier. Notre choix à nous, c'est de dire que la sécurité pure et parfaite n'existe pas. La bonne question, un, pour des problématiques techniques, ne serait-ce que pour des failles de type zero day, etc. Est-ce qu'elle est souhaitable? C'est à l'entrepreneur, une fois qu'il connaît la nature de tous ces risques de façon pure et parfaite, d'en décider en fonction de son écosystème métier. On donne un score, dans le métier du client, on lui dit comment il se situe à l'intérieur de son industrie, comment il se situe à l'intérieur de la communauté, on rentre dans un plan d'amélioration continue et on va itérer autant que des nécessaires. À partir de là, on peut dérouler un certain nombre de processus et de services qui vont permettre au client de pouvoir maîtriser la totalité de son risque. D'accord? À ce stade, on a créé la première brique de l'offre Cyber Excellence, qui est une offre qui fonctionne sous forme d'abonnement, donc que les clients peuvent activer à la demande et au besoin.
La première brique indispensable, tous les autres services qui sont, que vous voyez à droite de cyber-résistance sont des offres des services qui peuvent être activés à la demande. Le cyber-résistance est un service qui est le service de base à partir duquel on va la totalité de l'offre. J'ai pris mon scoring, le client, DSI, dirigeant me paraît le plus pertinent et on peut activer ou pas la notion de sécurisation, dite sécurisation globale chez nous. Là, on a deux objectifs majeurs. Un, le durcissement du système d'information du client en fonction des choix qu'il aura réalisés et des arbitrages qu'il aura pris. Donc, on est sur de la solution technique, mais on est aussi sur du process, on est aussi, bien évidemment, sur de la méthodologie, etc. Il y a un point qui est particulièrement important dans la partie qu'on porte nous dans la notion de sécurisation globale et qui est souvent oublié, c'est la sensibilisation des utilisateurs. Là, on a fait un choix de travailler sur des modes de micro-learning qui vont permettre en fait à un client de pouvoir rapidement faire monter en compétence ses utilisateurs, avec aussi un parti pris qui est de dire souvent en cyber, on dit bah l'utilisateur c'est en fait le maillon le plus faible, donc la résistance d'une chaîne c'est égal aux résistances du maillon le plus faible, et l'utilisateur a cliqué. On a une vision qui est un peu différente. On considère que bah, déjà si le ransomware c'est toutes les barrières techniques mises en place par la DSI, c'est qu'on est sans doute déjà dans quelque chose qui est partagé. Si le mail arrive sur sa boîte email, il y a déjà un problème. Soit, mais donc il peut être aussi celui qui ne clique pas. Donc au lieu d'être celui qui déclenche l'attaque, il peut être aussi celui qui l'interrompt, en tout cas qui ne la fait pas démarrer. Et pour ça, faut-il encore lui donner l'outil. Dans cette notion de sensibilisation, on va travailler de la même façon que dans cyber-résistance, c'est-à-dire qu'on a un premier module qui va nous permettre en fait de faire une cartographie en fonctionnant sous forme de micro-learning extrêmement gamifié. Premier niveau, on, on commence par construire euh, une vision complète de la une vision complète de la comment dirais-je de la compétence cyber des utilisateurs. Et puis à partir de là, on va créer des audiences et des personas en fonction des besoins spécifiques des uns et des autres. Alors ça peut être par exemple de l'ingénierie sociale pour les gens qui vont faire de la comptabilité, des actions financières, ça peut être de la revue de com. L'idée, c'est d'avoir un message qui soit extrêmement pertinent, avec des sessions courtes de 5 à 7 minutes. Les gens peuvent les démarrer quand ils souhaitent, les arrêter, les interrompre. Et là, on gagne des points assez importants dans le score de cyber-résistance. Ça, c'est pour la sensibilisation. Sur le SOC, on a mis en place un SOC mutualisé. Et là, comme on l'a dit, InfoKit est une structure assez ancienne, avec de l'expérience, dont un des métiers est le cybercloud, donc la création de la gestion de cloud privés, puisqu'il exploite 3 clouds en souveraineté sur le territoire français. Donc, on a une compétence depuis des dizaines d'années de mettre en place des infrastructures techniques à haute valeur ajoutée. Malheureusement, dans la tech, souvent haute valeur ajoutée égale financièrement non accessibles pour des PME, à les rendre étanches pour pouvoir les redécouper et les resservir à des entreprises qui ne pourraient pas le faire. C'est exactement mise en place de systèmes qui vont permettre d'assurer la surveillance en temps réel, capable d'identifier des comportements anormaux. Sur le SOC, on travaille de deux façons. La première façon sur laquelle on va être amené à travailler, c'est une notion de moteur de règles ou d'intelligence artificielle, pour le dire de façon plus moderne, c'est-à-dire analyser d'abord par un data analyst des comportements qui sont des comportements normaux ou anormaux à l'intérieur d'un réseau pour pouvoir en déduire des règles et des alertes. Et le deuxième mode, c'est le même mode, c'est-à-dire un mode de moteur de règles et d'intelligence artificielle par un tamis de data analyst et un data analyst qui va surveiller en temps réel le trafic. On a un quatrième service qui est un service dit de cellule de crise qui a deux aspects. Le premier, c'est de travailler avant toute chose sur quelle est l'approche de la réponse après une attaque. Parce que c'est pas au moment de l'attaque, on se pose la question comment on communique, comment on vit de nos, des banques, de nos fournisseurs, de nos clients, etc. C'est des choses qui sont genre. Donc le plan de communication interne, externe et les modalités de réponse à des attaques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose très importante, de PME et de TI sont souvent extrêmement isolés. Soit ils imaginent qu'ils sont en phase d'une attaque et là, ils ont deux comportements qui sont tout à fait normaux. Le premier comportement, j'ai un doute, bah, je frise mon système et on verra bien ce qui se passe. Et généralement, s'il le fait à mauvais escient, tout le monde va dire bah, pourquoi tu as coupé un certain nombre de services. Et s'il ne le fait pas parce qu'il ne veut pas se faire disputer d'avoir coupé le service et qu'il est face à une attaque, le problème est encore pire. Donc la première chose qu'on fait, c'est presque 70 aujourd'hui des appels qu'on log, c'est ce qu'on appelle la levée de doute. D'accord, permettre à un DSI de savoir s'il est en phase d'une attaque réelle ou s'il n'est pas en phase d'une attaque réelle, et si oui, mettre en place, bien évidemment, comme façon classique d'une cellule de crise, mettre fin à l'attaque, procéder aux mises à jour, etc., etc. C'est très important dans la cellule de crise, et comme on l'a dit dans tous les services, le service par lequel on commence forcément, c'est la notion de cyber-résistance.
C'est-à-dire qu'une cellule de crise aussi, pour qu'elle soit efficace et efficiente, il faut-il encore qu'elle connaisse votre environnement. Comme dans cyber-résistance, on aura étudié la totalité des assets de l'entreprise, les procédés métiers qui les supportent, on aura un délai de réponse et de prise en charge qui sera court et une pertinence qui sera beaucoup plus importante. Notion de continuité d'activité, continuité business. L'idée n'est pas de se substituer à un PRA ou à un PCA qui serait existant, mais c'est de dire que si on identifie une ligne métier particulièrement vulnérable dans le cadre de cyber-résistance, parce que on le voit souvent, on est face à une machine-outil qui est pilotée par une vieille version de Windows qui ne peut pas être mise à jour, auquel le réseau, c'est pas, etc. On a mis toutes les, mais c'est quelque chose d'extrêmement important parce que sinon l'entreprise va s'arrêter. On peut être amené à de mettre en place en fait une partie de continuité business uniquement sur un processus métier. Donc, on va être dans une continuité business au sens cyber du terme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait là aussi le lien avec nos métiers plus classiques, parce que qui dit continuité business dit rendre la main réellement à l'activité. C'est pas uniquement faire une sauvegarde ou être capable de dire mes données sont copiées ailleurs sur un cloud souverain, soit. C'est vraiment la reprise d'activité, être capable de fournir tous les équipements, réseaux, les postes de travail, les lieux qui vont permettre aux gens de réellement redémarrer l'activité suite à une attaque cyber. Encore une fois, le but n'est pas de se substituer à un PRA existant. Le dernier point sur lequel on est amené à travailler, c'est la notion dite de cyberassurance. Alors là, encore une fois, qu'il n'y ait pas de malentendu, sur cyberassurance, on n'est pas Orias, donc on ne vend pas de cyberassurance. On a généralement deux grands types de projets avec lesquels par lesquels on est amené à commencer à travailler avec des clients. La première, c'est quand on rentre généralement une DSI, on a besoin d'avoir une vision claire et objective de là où on est sur la cybersécurité dans notre environnement, et on commence par cyber-résistance. Dans un certain nombre de cas, on a des questions qui nous viennent plutôt de la direction générale qui, sous la pression, elle est parfois extrêmement positive, d'un commissaire aux comptes, d'un avocat, et cetera, nous disent: «OK, la bonne idée, ça serait de commencer par la cyberassurance». Et quand ils regardent, l'état des questionnaires, ils disent: «Bon, surtout dans les petites PME où parfois il n'y a même pas de direction informatique, c'est un partenaire informatique qui se charge du parc, je ne sais pas quoi répondre». Donc la première chose qu'on fait dans le cadre de cyberassurance, c'est de mesurer l'éligibilité cyber à l'assurance d'une PME. Il faut garder deux chiffres en tête qui sont complètement corrélés, vous allez comprendre de façon assez basique. La première, c'est qu'aujourd'hui, une PME sur deux est refusée dans le cadre de la cyberassurance. Pourquoi? Au-delà de la maturité cyber, c'est que pour 1 € de collecté, 2 € de dépensé pour des sinistres. Donc en réalité, le risque devient un peu ou pas assurable. Et avec les dernières prises de position sur le paiement des rançons, on est dans quelque chose qui risque malheureusement de s'accélérer. Donc la première chose qu'on fait sur la notion de cyberassurance, c'est de mesurer l'éligibilité. Comment on la mesure? Globalement, on a noué, je ne veux pas dire des partenariats, parce que qui dit partenariat dit vente, achat, revente. On n'est pas là-dedans, mais on va dire des partenariats de proximité technologique avec deux grands assureurs et le plus grand courtier aujourd'hui d'assurance en Europe, les Français pour le coup, pour comprendre quel était l'état des demandes obligatoires. Globalement, on a recensé entre 9 et 12 en fonction des contrats d'assurance, qui sont des choses obligatoires techniques à avoir mis en place pour pouvoir être cyberassurable. Donc, l'un des métiers dans la notion de cyberassurance, c'est de mesurer cette éligibilité. Là, on a deux voies. Une fois qu'on a mesuré par rapport à l'état de l'art de la cyberassurance, la première voie, c'est le client est éligible à la cyberassurance. Ça devient relativement facile. Le client n'est pas éligible à la cyberassurance parce que 1, 2, 3 ou 4 points n'est pas couvert. Dans ce cas-là, on va lui proposer d'assurer via le service de sécurisation globale la remise en conformité de son système avec les niveaux d'éligibilité qui sont demandés par le cyberassureur. Et là, on revient au niveau du premier cas. On rentre dans les deux cas de figure, donc dans la prise en charge avec le client de la réponse au questionnaire, qui n'est pas aussi simple, quels que soient les niveaux qu'on peut avoir. Il faut garder à l'idée, c'est que les gens qui gèrent les portefeuilles d'assurance ont une excellente mémoire. Si vous êtes refusé une fois, c'est très difficile d'être accepté une deuxième fois, même si vous avez fait les mises à jour nécessaires. Donc, la façon de remplir et de répondre au questionnaire est extrêmement importante. Une fois qu'on a fait ça, on va aider le client à choisir l'organisme, l'assureur qui lui paraît être le plus pertinent dans l'état de son métier, de son besoin. Et puis, on va itérer au bout de 6 mois, de nouveau ses engagements pour mesurer s'il est toujours en face d'une éligibilité qui est en ligne avec les éléments sur lesquels il s'est engagé dans le cadre du questionnaire. Parce que la première chose que l'assureur va faire le jour où on a un sinistre, c'est de vérifier que les engagements qui ont été pris ont été respectés. Et puis on va assister, ça devient quelque chose d'assez complexe, notre client, lors d'un sinistre, verse à son assurance qu'il y a des choses minimales à faire, porter plainte, faire des démarches auprès des instituts bancaires, financiers, et cetera, et donc assurer le suivi avec lui de la remise en place et de son système et de faire jouer sa cyberassurance.
Globalement, on est dans une offre qui est complète, qui permet d'un bout de la chaîne à l'autre de reprendre en charge la totalité des risques, qui commence par une notion de scoring en multifacteur, corrélé à des processus métiers propres aux clients, d'accord? Puis après, derrière, on va pouvoir dérouler, en fonction des choix qui auront été faits par les clients, un certain nombre de services qui peuvent être pris de façon indépendante et en fonction des besoins et au fil d'eux. Voilà globalement les éléments qu'on souhaitait vous partager aujourd'hui dans le cadre de Cyber Excellence, qui est vraiment une offre qui est purement dédiée PME et ETI. Ça ne veut pas dire que la méthodologie ou les outils techniques, et c'est important de le dire, applicables ne le sont pas à des plus grandes entreprises, mais on a une démarche qui est vraiment une démarche on va dire de compréhension mutuelle et partagée, direction générale DSI, et qui se prête plus à des entreprises de taille intermédiaire, où on est dans quelque chose d'un peu plus diffus. Maintenant, la qualité enterprise des outils technologiques qui permettent d'établir ce score ou la méthodologie est parfaitement applicable. D'ailleurs, on l'a testé pour être sûr qu'elle soit applicable également à des grands groupes. Voilà pour les informations globales que je souhaitais vous partager avec Eric aujourd'hui. Ben, Je ne merci. sais pas si on a des Oui, questions, Eric. on a 3. Bon, j'en ai dégagé 3 en tout cas principales. Et encore merci Mickaël, pour cette, présentation très claire. Donc, cet atelier, est quand même très orienté, pour s'adresser aux PME ETI. Au La question, c'est pour quelles raisons les PME ETI et pas directement les grandes entreprises? Quelle est la différence? Alors en partie, parce qu'on est dans une démarche qui est une démarche d'amélioration continue, avec quand même l'idée, encore une fois, dans cette notion d'équilibre des forces, comme j'ai dit, il y a un prix entre la sûreté et le prix des assets qu'on souhaite protéger. D'accord? Il y a des choses qui sont beaucoup plus tangibles dans des PME ou des institutions. Dans le cadre d'une grande entreprise, on est plutôt, et c'est tout à fait légitime, dans une volonté de parer à la totalité des risques, y compris ou à des coûts de sûreté qui seraient supérieurs aux assets qui sont protégés. Donc, comme on est dans une démarche DSI, direction générale, sur la compréhension d'un risque, c'est comme ça qu'on a construit ce scoring, on est plutôt sur ce marché-là. Maintenant, encore une fois, c'est quelque chose qui serait applicable à partir du moment où on arriverait à trouver, parce que c'est cette démarche-là qu'on a mis, un critère de pondération qui fait qu'on pourrait choisir, ou en tout cas qu'on aiderait le client à trouver le point d'équilibre qui paraît le point d'équilibre pertinent entre les moyens qu'on va mettre et les assets qu'on souhaite protéger dans une compréhension mutuelle et partagée des assets de l'entreprise. On est dans quelque chose de plus diffus à l'intérieur des grands groupes. Voilà, voilà la réponse. Effectivement, et la démarche, moi si je dois compléter, la démarche est très, très adaptée tant en termes de visibilité vis-à-vis des décideurs, de clairvoyance, et de rationalisation en fait du risque cyber, et également, ce que tu disais Mickaël également, c'est, l'équilibre entre, les éléments à protéger et les coûts à mettre en face pour, se protéger. Autre question, les modules qui ont été décrits sont-ils indépendants? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut commander, un module, indépendamment des autres? Ou alors non, il faut commander tout d'un coup? Ou alors est-ce qu'il y a un module obligatoire? J'ai la réponse, mais là je pose la question. Alors, obligatoire. Alors, je sais qu'il y a malheureusement un petit décalage pour les gens qui nous suivent. Donc là, je suis sur le slide 6. Ça fait quelques temps que je l'ai mis, mais je vois qu'il n'est pas complètement rafraîchi en bas. Mais vous pourrez le revoir dans le replay. Je vois qu'il est arrivé. Il doit être chez vous maintenant aussi. Donc, en fait, bien sûr, il y a pas, oui, il y a un module obligatoire, mais dire obligatoire, ça paraît toujours. Mais en tout cas, il y a un module qui est sur lequel par lequel on commence, qui est cette notion de scoring. Parce qu'en fait, ça permet de faire le tour des vulnérabilités, le tour des assets techniques du client, le tour des méthodologies, des process du client. Et donc, c'est à partir de là qu'on construit en fait la totalité. On peut commencer d'une autre façon, c'est aussi, comme je le disais, par la notion de cyberassurance. Encore une fois, on a des projets qui viennent par la cyberassurance, parce qu'en fait, la cyberassurance nous oblige à remonter en fait vers résistance-là, c'est-à-dire de mesurer pour le coup pas toutes les vulnérabilités, mais au moins les vulnérabilités enfin, potentielles nécessaires à l'éligibilité. Donc on peut commencer, j'ai un projet de cyberassurance, je veux valider mon éligibilité, donc on commence par cyberassurance. On est sur un process plus normal qui peut mener à la cyberassurance, qui commence par cyber-résistance. L'idée générale de la solution quand même, c'est de dire, OK, on arrive grâce à cyber-résistance à travailler sur une notion de risque résiduel. Il faut que tout le monde garde à l'esprit que
la cyberassurance n'est qu'une réponse au risque résiduel. Le risque résiduel étant clairement le risque qui peut être pris en charge par une tierce personne, en l'occurrence un assureur, une fois qu'on a mis en place toutes les actions préventives nécessaires à ce que le risque soit réduit à quelque chose proche de zéro. Donc, on peut activer tous les modules à la demande. On commence soit résistance, soit par cyberassurance. Et après, une fois qu'on a commencé par cyberassurance ou par cyberrésistance, on peut activer les modules au choix ou ne pas les activer. Par contre, on ne prendra pas, a priori, une notion de, par exemple, prendre une cellule de crise en tant que telle, sans connaître les assets, sans avoir défini les processus de communication. On peut le faire, mais on va dire que là, pour le coup, par rapport à la notion dans laquelle on est, bah, il y aura une procédure supplémentaire à faire. La logique de l'offre étant, je commence par cyberassurance ou cyberrésistance, et après, j'active ou pas les modules complémentaires. OK, merci encore et enfin, dernière question, laquelle je vais répondre comme, voilà et puis en même temps, on sera dans les temps. La démarche, Cyber Excellence répond-elle à un standard ou une norme? Alors oui, on nous nous sommes inspirés évidemment d'une norme, en l'occurrence la norme, ISO 27001 et des recommandations ANSSI. On a adapté, notre démarche pour qu'elle soit totalement, ciblé pour le chef d'entreprise ou le décideur, le directeur financier ou le DSI d'une PME ou une ETI. Heu, voilà, pour la démarche, ISO et la conformité ANSSI. En tout cas, Mickaël, je te remercie. À vous tous, Voilà. À au vous. plaisir et on aura l'occasion de vous répondre en one to one, comme on dit, à vos autres questions. Merci. Ah, juste Oui, du micro encore une seconde, Eric. On a une session qui s'appelle Cyber Factory, qui est en fait l'encapsulation de cyber-résistance dans une offre plus large de cybersécurité complète, intégrant les problématiques d'infogérance, de cloud souverain, etc., qui démarre globalement dans une demi-heure. Donc, pour ceux qu'on a réussi à intéresser et pas complètement désespérés, vous serez les bienvenus, parce que c'est un complément qui va parfaitement avec. très bonne Mais introduction et jamais, très bonne mais jamais aussi transition. bien servi que par soi-même. Merci beaucoup à tous pour votre attention et peut-être à tout à l'heure. Merci. Merci.